Il est 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Bonsoir cher Geoffroy. Bonsoir à tous les deux. Philippe de Villiers, on a une actualité très chargée, bien sûr. On reviendra dans cette émission, un peu plus tard dans l'émission, sur cette décision historique, puisque le Conseil d'État a confirmé l'Arcom dans sa volonté de ne pas renouveler la fréquence de la chaîne C8, pourtant première chaîne de la TNT, et vous souhaitiez évidemment revenir sur cette décision, Philippe. Je dirais simplement d'un mot avant de revenir par le menu sur cette décision scandaleuse. Je demande à chaque téléspectateur de peser chaque mot, d'écouter chaque mot. Les nouveaux héros de notre temps seront jugés par l'histoire comme étant les libérateurs de la parole. L'histoire, un jour, dira « Les libérateurs de la parole sont les nouveaux héros de notre temps ». Et donc, je salue Franck Apieto, les 400 personnels qui sont sur le carreau, qui sont des héros martyrs, martyrs de l'Arcom, martyrs de la bureaucratie totalitaire. Je salue Cyril Hanouna, puni pour son talent, et je salue aussi le grand patron, Vincent Bolloré, le capitalisme sacrificiel, le mécène de l'âme française. Voilà. C'est eux que l'Arcom veut atteindre. Et nous tous avec, parce que regardez C8 pour comprendre ce qui va arriver à CNews. Ils veulent fermer CNews. Ils veulent en finir avec la parole alternative. Mais c'est trop tard. Comme dit Vincent Bolloré, il y a ce qu'il appelle le déhanché du lapin breton. Et s'ils veulent nous décourager et nous affaiblir, je pense que nous sortons de cette épreuve plus fort. Mais on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra dans cette émission, bien évidemment. Et il faut le dire aux téléspectateurs, vous êtes l'un des pères de cette loi en 1986, si je ne m'abuse. 30 septembre 86, donc je peux en parler. Je peux vous parler du berceau d'osier au bord du Nil, comme pour le petit Moïse. Et dedans, il y avait Roch-Olivier Metz qui était à mon cabinet. Eh bien, il ne s'en souvient plus, lui. On racontera tout ça dans cette émission, bien sûr. Mais, et c'est intimement lié, évidemment, vous souhaitiez revenir impérativement sur le discours de J.D. Vance à Munich lors de la conférence de défense qui a été longuement décryptée cette semaine. J.D. Vance a alerté sur un recul de la démocratie en Europe et de la liberté d'expression, justement. Certains y ont vu une provocation, voire de l'ingérence. D'autres, le message lucide d'une Europe qui renie ses droits fondamentaux. Je vous propose qu'on écoute J.D. Vance, un message prémonitoire en quelque sorte, quelques jours avant que C8 soit frappé d'un écran noir. Je suis convaincu qu'ignorer les gens, mépriser leurs préoccupations, ou pire, fermer les médias, annuler les élections ou les tenir à l'écart du processus politique ne protège en rien. C'est au contraire le moyen de détruire la démocratie. S'exprimer et donner son avis, ce n'est pas interférer dans une élection. Et vous voyez, Philippe de Villiers, dans ce discours, un tournant historique, au même titre que le discours de Solzhenitsyn à Harvard en 1978. Pourquoi vous faites ce parallèle ? Alors, je fais ce parallèle pour deux raisons. La première, c'est que c'est un tremblement de terre équivalent. Et la deuxième, c'est l'effet de surprise. Quand alors Solzhenitsyn m'a raconté cette histoire du discours de 78 quand il est venu en Vendée chez moi en 93. Il m'a dit, voilà, tous les étudiants m'ont invité, toute la promotion 1978 de Harvard, c'est le nec plus ultra. Et ils pensaient tous que j'allais me livrer à une diatribe contre le communisme, contre l'Union soviétique, vu que j'étais en exil dans le Vermont, aux États-Unis, après avoir été prix Nobel de littérature, l'exilé le plus prestigieux du monde, qui venait donc parler
du désastre du communisme, de l'idéologie totalitaire du moment, la peste rouge, après la peste brune. Et puis ça n'est pas du tout passé comme ça. Solzhenitsyn, le russe, est venu dire aux Américains, aux jeunes Américains, le matérialisme qui nous a perdus va vous perdre. Et là, J.D. Vance vient, en tant qu'Américain, dire à la vieille Europe, la sécession des élites qui nous a perdus va vous perdre. Et ensuite, il faut bien lire entre les lignes son discours. En fait, il y a deux angles pour prendre à revers ce parterre prestigieux munichois. Le premier angle, il est explicite. Il dit la vraie menace, ce n'est pas la Russie ou la Chine. La vraie menace, je cite, c'est le recul des valeurs fondamentales. Et pourquoi je parle d'Harvard ? Parce que c'est exactement le même filigrane. C'est-à-dire qu'on croit entendre Solzhenitsyn redire l'Occident va vers son état ultime d'épuisement spirituel. L'humanisme rationaliste, le juridisme sans âme et l'abolition de la vie intérieure. C'est la même pensée. Ensuite, deuxième angle, vous les élites mondialisées, dit-il, vous avez fait quelque chose qui ne plaît pas à vos peuples. Vous avez fait la migration de masse. Et donc, pour faire passer la migration de masse, vous avez bridé la liberté d'expression. Voilà, c'est très, très explicite. Et en fait, quand on connaît l'histoire des relations entre l'Amérique et l'Europe, je vais vous faire une confidence, je suis ce qu'on appelle fils de la Révolution américaine. C'est-à-dire que je fais partie d'une association avec les Cincinnati qui, par leurs ascendants, sont récompensés avec un passeport spécial, etc. Donc, je suis sensible à tout ce qui se passe aux États-Unis. Les fils de la Révolution américaine ont eu un ancêtre qui s'est battu aux côtés de Lafayette, Charette, pour libérer les colonies américaines de la perfide Albion. Et je veux dire pourquoi je dis ça. Parce qu'en réalité, historiquement, c'est l'Europe qui a enfanté l'Amérique. L'Amérique est fille de l'Europe. L'Amérique est fille de l'Europe. Et l'Europe a longtemps reproché à l'Amérique d'avoir perdu le fil de sa parenté. Et voici que la fille revient en Europe, semoncer l'Europe en disant ceci. Vous avez perdu le fil de ce que vous nous avez imposé et de ce que nous avons négligé. En d'autres termes, la fille revendique aujourd'hui la civilisation de la mère au moment où la mère reproche à la fille de vouloir lui imposer une civilisation dont elle ne veut plus. C'est magnifique. Pourquoi il faut, en politique, comme disait Bernanos et Saint-Aignan, le désespoir en politique est une sottise absolue. Mais vous, à qui on ne peut reprocher un manque de patriotisme, avez-vous vu une sorte d'ingérence étrangère dans le discours de J.D. Vance ? Ah, ingérence. Ingérence. On croit entendre Kouchner. Vous vous souvenez des ingérences humanitaires ? À l'époque, tout le monde pouvait faire des ingérences. Bon, alors, l'histoire de l'humanité n'est qu'une suite d'ingérences. Quand Caton se lève
devant tout le Sénat romain et qui s'exclame « Delenda est Carthago », c'est pas une ingérence, ça, dans les affaires carthaginoises. Et quelques semaines après, quelques mois après, Carthage est détruit. L'ingérence, ça commence mal, les ingérences, c'est l'Empire romain. Mais plus tard, de notre temps, c'est Sarah Knafo qui disait ça l'autre jour chez Christine Kelly. Ich bin ein Berliner. Pardon pour mon allemand, mais je suis pas rompu à cette langue. Ich bin ein Berliner. C'est ce que ça veut dire? Je suis un Berlinois. Oui. C'est ce qu'elle avait dit, ouais. Bon. Se moque de nous, Quand hein. il dit ça à Berlin, et, vous imaginez? Bon. Et quand De Gaulle va au Québec, à Montréal, une pensée pour Mathieu Bocoté. Ça va lui plaire. Mathieu Bocoté qui n'aime pas les ingérences. Là celle-là, il l'aime. Eh ben, il dit « Vive le Québec libre », etc. Bon, on s'arrête là, si vous voulez. Mais, et parlons de Soros. Soros qui fait nommer des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe. Lisez les documents de le maître Grégor Puquin, qui fait autorité. C'est pas des ingérences, ça? Viktor Orban vient de le dénoncer. Non, la question, elle n'est pas là. La question, en fait, c'est que Donald Trump et J.D. Vance ont sous-entendu des choses qui sont intolérables pour une Europe décadente et qui est en train de se traîner. J'explique en 2 mots. En fait, cette Europe qui se traîne, c'est une Europe sans corps, c'est une Europe sans tête, c'est une Europe sans âme. C'est ça qu'a dit J.D. Vance. C'est une Europe sans corps. C'est-à-dire que c'est un corpus juridique, c'est pas un corps politique. Il n'y a pas de frontières, un espace sans frontières. La définition de l'Europe, c'est ce que c'est le Conseil de Laeken. C'est les droits de l'homme, la démocratie. On va loin comme ça. Mais un corps politique qui n'a pas de frontières, c'est pas un corps politique, c'est un corpus juridique. Donc, facile à infiltrer par la migration de masse. Premier soupçon de J.D. Vance. Deuxième soupçon de J.D. Vance, il dit « Vous êtes où ?» Vous savez, Kissinger disait « L'Europe, quel numéro de téléphone ?» Eh bien, Trump, il n'a toujours pas appelé l'impératrice van der Leyen. Toujours pas appelé. Il n'a pas son numéro de téléphone. Donc ça n'existe pas. C'est dramatique pour tous ces gens à la Macronie, etc. Ils croyaient qu'ils avaient réussi leur truc de la souveraineté européenne. Et quand je vois le jeune Barrot, le Talleyrand du pauvre, le Talleyrand de poche, là, pour eux, c'est dramatique. Donc, l'Europe sans corps, l'Europe sans tête, donc un pouvoir acéphale, une polyarchie délibérative, le pouvoir est nulle part. Et donc, en fait, c'est la victoire de la technocratie de marché sur la démocratie. Et donc la fin de la liberté d'expression, puisqu'il n'y a pas besoin de liberté d'expression, puisqu'il n'y a pas d'élection à l'Europe. Et troisièmement, l'Europe sans âme, c'est sans doute ce à quoi J.D. Vance est le plus sensible. L'Europe sans âme, c'est une Europe qui a quand même refusé dans le traité de Lisbonne de mettre les racines chrétiennes. C'est-à-dire que c'est une Europe qui ne sait pas où elle va. Or, l'ancienne Amérique était une Amérique wokiste. La nouvelle Amérique, celle de Trump et de Vance, elle sait où elle va. Alors, je vous dis tout de suite, pour calmer les ardeurs des téléspectateurs qui disent « Oh, Philippe de Villiers devient américanophile ». Je suis profondément français et mon père me disait toujours « Les Américains, ce sont des grands-enfants, il ne faut pas trop les suivre ». Des grands-enfants. C'est vrai, ce sont des grands-enfants. Mais en fait, quand les grands-enfants viennent voir les parents et disent aux parents « Vous êtes complètement à côté de la plaque », par démagogie, ce que vous êtes en train de faire là, votre Europe, elle n'existe pas, elle n'existe plus, elle n'existe déjà plus. Tournant géostratégique historique, Philippe de Villiers, c'est un autre sujet puisque les négociations pour une paix en Ukraine, et ça rejoint, c'est un fil rouge évidemment, notre discussion se déroule sans l'Europe et s'est déroulée notamment en Arabie Saoudite entre les États-Unis et la Russie. Regardez ces 2 images. À droite, Riyad,
avec les négociations entre Russes et Américains et cette réunion d'urgence lundi, Conseil de défense restreint autour des principaux alliés européens. Emmanuel Macron a réagi, il a dit qu'il ne peut y avoir de négociations conclusives sans la présence de l'Ukraine, que les États-Unis discutent avec la Russie, c'est une très bonne chose, mais aucune paix ne peut être négociée par un tiers. La France ne s'apprête pas à envoyer des troupes mais réfléchit aux garanties de sécurité. Pas question d'être une force belligérante. Et puis jeudi soir, Emmanuel Macron était en direct sur les réseaux sociaux pour répondre à ses abonnés, Twitter, Instagram, TikTok. Écoutez, puisqu'il a expliqué ce qu'il dira lundi à Donald Trump à Washington. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Et ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique et de coopération avec les Américains. Donc voilà. Avant de donner la parole à Geoffroy, je vous ai vu sourire en voyant Emmanuel Macron. Vous l'avez suivi sur TikTok, sur Instagram? Non, ça me rappelle un voisin. C'est-à-dire aux Herbiers, il était fâché avec un de ses voisins qui passe avec sa charrette. Et après, il lui dit rien. Je lui dis, t'avais qu'à lui dire si tu as des reproches à lui faire. Il me dit non, mais la prochaine fois je le verrai. Et il va y dire, il va y dire, il va y dire, il va y dire, et puis il n'y a rien à y dire. Bon. Et en fait, là, c'est extraordinaire. Je peux vous le faire, là. Allez-y. Donald, ça te ressemble pas. Toi qui as du poil sous les bras, qui as des gros mollets, qui a le coup de poing facile, tu vas te faire piquer ton portable par ce Popov, là. Voilà. Donc on est dans la cour d'école, quoi. Non mais c'est pathétique. Mais j'ai honte d'être français quand je vois ça. L'autre jour, il nous a fait le coup sur l'intelligence artificielle. On le voyait des gingandés appeler une société du climat et du genre, etc. Et là, il se ridiculise. D'ailleurs, quand vous m'avez dit ça, j'ai dit il est ridicule. Voilà. Et vous imaginez les Russes à Moscou, les Américains à la Maison-Blanche, quand ils ont vu cette séquence, mais ils se boyottent. Non, mais c'est une honte. Vous vous rendez compte? Où est De Gaulle? Je suis tête à l'airain. Vous imaginez Vergène, le roi Soleil, etc. Même Mitterrand, Giscard. Non, on ne fait pas un truc comme ça. Ouais. Et en plus, on ne dit pas... voilà tu vas voir ce que je vais lui dire. Tu vas voir ce que et on va sur TikTok pour dire ce qu'on va dire. Non, mais... Voilà. Et, alors, en fait, allons sur le fond maintenant. Alors la question justement de Geoffroy Lejeune. Vous avez commencé à y répondre, mais en fait, à quoi a servi cette réunion et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un écran de fumée pour essayer de dissimuler le camouflet européen les Européens n'étaient pas invités à Riyad? Vous avez tout dit. En fait, quand on voit les deux réunions, on comprend. Mais alors, il faut aller plus loin. Prenons de la hauteur. En fait, Brzezinski avait une expression, le fameux politologue, anthropologue, etc., qui a tout défini sur la politique américaine. Il nous appelait les proxys. Comme, vous savez, l'Iran a des proxys, le Hamas, le Hezbollah, ça. Les proxys, c'est comme l'étymologie le dit, on est proches, mais on est des satellites. Or, nous, on est les proxys depuis 1949. Le seul qui a secoué un petit peu les choses, c'est De Gaulle, en 1966, en disant « je sors du commandement intégré de l'OTAN ». Mais qu'est-ce qui se passe depuis que l'OTAN existe, depuis que l'Europe existe? Il se passe que, en fait,
nous accompagnons l'oubris occidental de l'extension indéfinie de l'OTAN. Et une promesse a été faite par James Baker à Gorbatchev en 1990 qui n'a pas été tenue. Et c'est en 2008 que tout s'est joué. Merkel et Nicolas Sarkozy, surtout Nicolas Sarkozy, se sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Pourquoi ? Nicolas Sarkozy m'a expliqué, il m'a dit voilà pourquoi j'ai pris cette position, parce que j'ai jugé qu'il n'était pas raisonnable d'avoir côte à côte deux puissances nucléaires. Il faut que l'Ukraine soit neutre. Comme l'avait dit Kissinger, il faut que l'Ukraine soit un pont entre les deux sphères d'influence, la Russie d'un côté, l'Europe de l'autre. Malheureusement, la promesse de Baker n'a pas été tenue. Et l'Amérique de Biden a tout fait pour faire rentrer l'Ukraine. Donc c'était mettre du persil sous le nez de Poutine. Deuxième promesse qui n'a pas été tenue, c'est encore plus grave symboliquement, c'est les accords de Minsk. Vous vous rendez compte que Hollande et Merkel sont allés dire en confidence stratégique, en fait, on a conclu les accords de Minsk, mais on n'y croyait pas du tout, c'était juste pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Donc, il est évident qu'on a mis Poutine dans une position agressive parce qu'il a été déçu, parce qu'il a eu peur que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et celui qui dit tout ça, c'est Trump, parce qu'il connaît le dossier. Il connaît par cœur le dossier. Et j'ajoute un point clé. Les proxys que nous sommes, quand on a fait le traité de Lisbonne, article 5 du traité de Lisbonne, la défense collective de l'Europe passe par l'OTAN. Donc en fait, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Tous nos œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les proxys sont des proxys, donc ils ne sont pas convoqués à la négociation. Ils ne sont pas à Riyad, donc ils sont à Paris, entre proxys, entre satellites. Ensuite, l'Ukraine est aussi un proxy, puisque l'Ukraine ne peut pas continuer la guerre sans les États-Unis. Donc l'Ukraine n'est pas à la négociation. L'Ukraine ne va pas recouvrer ses anciens territoires. Et puis surtout, écoutez-moi bien, l'OTAN, c'est fini. Ça n'intéresse plus les Américains. Ils sont sur d'autres objectifs. Ils tournent du côté d'un autre océan, vers la Chine. Et deuxièmement, la relation transatlantique, c'est fini. Aujourd'hui, l'Europe n'intéresse plus l'Amérique. À partir du moment où l'OTAN va disparaître et que l'Europe n'intéresse plus l'Amérique, on va payer au prix fort, sauf la France. Le fait d'avoir remis notre défense, notre indépendance, notre stratégie, notre puissance fictive entre les mains de l'Amérique. Quelle erreur stratégique, géostratégique depuis l'après-guerre. Philippe de Villiers, l'OTAN va disparaître, l'Europe n'intéresse plus les États-Unis et le mur de Maastricht va tomber. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez dit il y a 3 semaines. On a besoin d'en parler. J'ai retrouvé des archives, Philippe de Villiers, de vous au moment du traité de Maastricht, 1992. Une année importante, 1992. Ouais. Ô combien importante, notamment août 1992, mais pour d'autres raisons. 2 archives, 2 pépites. Août 1992, la naissance d'un rejeton. vous mettez en balance la naissance d'un rejeton et la naissance d'un traité sinistre. Vous êtes dur avec moi, mais vous savez qu'au même siège, tous les dimanches, il y en a un qui est très dur, il s'appelle Gilles-William Goldnadel. Vous savez comment il m'appelle ? Le gredin. Non, mais en fait, si vous... Alors moi, je suis un rejeton, un gredin, c'est sympa, dis donc. C'est agréable d'être avec vous. Hein. C'est-à-dire qu'en fait... C'est que de l'amour. C'est que... Non, mais moi, je suis un ancien, à l'ancienne, qui parle aux gamins comme il faut parler aux gamins. Eh bien, on va parler de tout ça juste après la publicité. On attend évidemment votre réaction à la fermeture de C8. Restez avec nous pour la suite de Face à Philippe de Villiers. Un peu plus de 19h30 sur CNews, on poursuit Face à Philippe de Villiers. Vous êtes très nombreux, chers téléspectateurs, à réagir sur les réseaux sociaux. Il y a Pat Dominique qui dit « Monsieur Philippe de Villiers avec un grand M, comme à chaque fois sur votre plateau, que du bonheur. Vive la France, la vraie !»
On salue Dominique. Et Marie qui dit, il n'y a que moi pour faire des compliments à Elliott Deval. Écoutez, prenez exemple sur Marie, cher Philippe, plutôt que de m'appeler le Roche. Est-ce que je peux dire une chose Geoffroy Lejeune, allez-y, vous avez tous les droits, bien sûr. Merci beaucoup. J'étais hier après-midi à Notre-Dame, à la messe des Corses à Paris, à Notre-Dame de Paris, donc célébrée par Monseigneur Boussillot, le cardinal Boussillot. Et je suis allé après à l'apéritif des Corses, et il y avait donc, je crois, 6000 Corses qui étaient présents à cette messe. Et je me suis fait littéralement, ça m'était jamais arrivé à ce point-là, je me suis fait littéralement sauter dessus par des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens de Corse donc qui m'ont dit mais Philippe de Villiers, on rate pas une seule émission de Philippe de Villiers, dites-lui. Alors il fallait que je vous dise des centaines de choses, on n'aura jamais le temps, on n'aura pas toute la vie pour que je vous dise tout ce que j'ai à vous dire, mais en tout cas vous êtes regardé en Corse, Philippe, et je tenais à leur passer un bonjour. Et même au Parc des Princes, dans le Parc des Princes, au PSG, ils ont tous scandé pendant le match de Ligue des Champions, Philippe, Philippe. Vous imaginez? Juste un mot pour les Corses, parce que Les Parisiens, les vous Corses, vous Vous allez faire du plaisir à beaucoup de monde. mais je les aime beaucoup, les Corses. Je suis allé un jour en Corse chez mon ami Jacques Trémollet de Villers, et j'ai rencontré un peuple extraordinaire, incroyable. C'est vraiment, ce sont des Français comme on n'en fait plus. Ils sont profondément attachés à la Corse et profondément attachés à la France. Philippe de Villiers, il y a un mois, vous évoquiez les conséquences de la victoire de Donald Trump comme d'une défaite idéologique pour les sans-frontiéristes, les européistes. Et vous avez eu cette phrase en 1989, le mur de Berlin est tombé. Demain, c'est le mur de Maastricht qui va tomber. Je veux qu'on revienne 30 ans en arrière. On est donc en 1992. Écoutez attentivement le Philippe de Villiers de 1992, ce qu'il disait sur les conséquences de la ratification du traité de Maastricht. Je dis bien 30% des emplois en Vendée sont menacés par le processus de Maastricht. On nous ment lorsqu'on nous dit Maastricht c'est l'emploi. Non, Maastricht c'est le chômage. Pourquoi? Parce que cette Europe, elle est technocratique, elle est bureaucratique. Ce sont des prélèvements obligatoires qui vont augmenter, et surtout, que ce soit dans le domaine du plastique, des transports, de l'agriculture, de la pêche et de toutes nos industries de main-d'œuvre, il n'y a plus de préférence communautaire. L'Europe est le seul espace au monde qui ne soit pas protégé, où il n'y a pas de tarifs extérieurs communs. C'est la Commission qui propose, c'est la Commission qui exécute, c'est la Commission qui négocie, c'est la Commission qui gère. Il n'est pas d'exemple dans l'histoire du monde, depuis que la démocratie existe, d'une institution ayant autant de pouvoir que la Commission de Bruxelles. C'était il y a 30 ans. Geoffroy Lejeune. Alors c'est vrai qu'on est soufflé en voyant un peu ces images. Philippe, moi je vous ai entendu dire à de nombreuses reprises que le mur de Maastricht allait tomber, ce qui, pour des gens de ma génération ou de celle d'Elliott, paraît être impossible. Est-ce que vous pensez vraiment que cette perspective se dessine? Oui, et je vous explique pourquoi. En fait, l'Union européenne, c'est une idée, une création américaine. Suivez-moi bien, hein. Je pars de loin, vous allez voir. On va y arriver. C'est une création américaine. C'est une idée qui est née dans le bureau ovale. En 1943, il y a deux hommes face à face. Le président des États-Unis, Roosevelt, et le conseiller, son conseiller technique, qui est de nationalité anglaise, qui est banquier américain, qui s'appelle Jean Monnet, qui passe sa guerre aux États-Unis. Et là, Roosevelt explique à Monnet, il faut qu'on fasse une communauté transatlantique pour avoir un marché annexe, un marché complémentaire. Communauté transatlantique, et il impose ces mots, il impose la sémantique américaine. Le pacte charbon-acier, sémantique américaine. La haute autorité, sémantique américaine. La commission, c'est les agences non élues, sémantique américaine. Les pères fondateurs, sémantique américaine s'il en est. Et donc, c'est parti. Ensuite, le 9 mai 1950, la déclaration fondatrice de l'Europe, qui est lue dans les écoles, encore aujourd'hui, lue par Schuman, en fait, elle est rédigée à deux mains, elle est rédigée avec le secrétaire d'État Dean Acheson,
le secrétaire d'État américain qui vient spécialement à Paris pour contrôler la déclaration, pour qu'elle soit une déclaration atlantiste. Deuxième étape. Troisième étape. En 1957, le 25 mars 1957, le traité de Rome est signé et il faut un président, le premier président de la commission. C'est évidemment décisif. Et John McLeod, retenez ce nom, qui est le haut commissaire américain de l'administration alliée qui occupe l'Allemagne, suggère à l'oreille d'Adenauer de prendre quelqu'un qu'il connaît bien, puisqu'il l'a rééduqué, qui s'appelle Walter Hallstein. Walter Hallstein, c'est un officier supérieur allemand en national-socialisme. C'est lui qui enseigne le national-socialisme aux soldats allemands. Il est arrêté le 26 juin 1944 à Cherbourg. Il y a les photos, j'ai publié ça dans un livre. Et ensuite, il est rééduqué à Fort Getty, aux États-Unis, rééduqué par les Américains, notamment par John McLeod. Et Adenauer dit on prend. Et donc, en fait, le premier président de la Commission européenne est évidemment, pour le moins, pro-américain. Et il va donner un pli qui ne changera plus. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est là que c'est important. Toute l'architecture de cette Europe, elle est une architecture post-politique, post-tragique, post-historique, post-morale et post-nationale. C'est-à-dire que c'est une architecture post-politique sans aucun ressort de puissance. C'est plus la question, on est un marché. Et deuxièmement, c'est une Europe sans les États et avec un fédérateur extérieur, l'Amérique. C'est ça l'Union européenne. Et Maastricht a pérennisé ce que Jean Monnet voulait, c'est-à-dire une communauté transatlantique. Et j'arrive à la conclusion, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 4 phénomènes. Premier phénomène, la Nouvelle-Amérique nous regarde avec mépris. On était des protégés, on est des consommables. Vous allez voir la herse douanière qui va arriver. Et puis maintenant, on nous dit, maintenant, mettez l'argent si vous voulez vous défendre. Et en plus, pour acheter du matériel américain, s'il vous plaît. Donc en fait, on est passé du partenariat transatlantique au protectorat transatlantique. Premier point. Deuxième point, l'Europe n'a pas écouté De Gaulle. De Gaulle disait, vous ne pourrez jamais faire une vraie Europe sans la Russie. Parce qu'on ne peut pas faire une Europe sans l'Eurasie. Sinon, on fait un bout d'Europe. C'est ce qu'on a fait. On a fait, non pas l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, mais l'Europe de l'Atlantique sans l'Oural. Donc, c'est un moignon d'Europe. Troisièmement, la défaite de l'Ukraine, j'ai dit ça il y a 1 an, il y a 2 ans, ici même, avec vous en souvenez, sera la défaite de l'Europe, de l'Union européenne. On est en plein dedans. Ils ont l'air malins, ils voulaient envoyer des troupes, ils flirtaient avec le nucléaire, etc. Ils jouaient les gros bras, voilà. Et donc, en fait, les 2 slogans de 92, c'était l'Europe puissance et l'Europe c'est la paix. Non, l'Europe c'est pas la paix, l'Europe c'est la guerre. On a été faire la guerre ailleurs que chez nous, à l'extérieur de chez nous, entre 2 peuples slaves pour les départager. Absurde. Les historiens diront ils étaient fous. Et tout ça pour en fait faire une Europe plus unie, vous voyez, pour intégrer davantage la purée de marron. Vous voyez. Et puis l'Europe puissance, elle est morte avant que d'avoir existé. Enfin, on en parlera peut-être la semaine prochaine parce que c'est les élections allemandes. L'axe franco-allemand, il n'y en a plus. Vous savez, De Gaulle disait les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Et moi, je rajoute, la bureaucratie n'a pas d'intérêt, elle n'a que des procédures. Quasiment 19h45 sur CNews et on poursuit évidemment face à Philippe de Villiers. Dans un instant, on entendra votre réaction. On découvrira votre réaction après la décision du Conseil d'État de valider celle de l'Arcom de fermer C8. Philippe de Villiers, vous me faites confiance? Oui. Oui.
Donc peut-être pour la première fois, et parce que cette décision est dramatique et qu'on manque d'un peu de temps, l'apologue, on le décalera à la semaine prochaine. Mais parce que aussi vous êtes très attaché aux agriculteurs, à ce monde de la ruralité, à son avenir. Vous souhaitiez impérativement avoir un mot pour les agriculteurs, puisque le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi. Les parlementaires ont le sens du timing. Ils ont voté au Sénat la loi d'orientation prévue initialement l'année dernière. Alors Philippe de Villiers, on promettait la préférence agricole française. Où en est-on de cette promesse et existe-t-il un avenir de la ruralité en France ? Vous savez, j'ai déjà utilisé une expression, je la reprends, elle me vient à l'esprit, balader le brochet dans les temps. En fait, personne ne veut dire la vérité. La classe politique dans son ensemble ne veut pas dire la vérité. La vérité, c'est qu'on a décidé de faire ce que Michel Houellebecq a appelé dans Sérotonine. C'était un visionnaire, Michel Houellebecq, il a tout vu. Il y a Soumission pour l'islamisation et pour l'agriculture, Sérotonine, le plus grand plan social de l'histoire de France. C'est ça qui est en train de se produire en ce moment. Hier, je faisais mon vélo, parce que moi aussi, je fais du sport. Vous dites que j'en ai besoin, c'est ça? De reprendre un peu le sport, c'est ça? Et tout à coup, il y a un tracteur qui arrive, qui me coupe la route. C'est vrai que le tracteur s'arrête et le paysan descend. C'est mon voisin, il s'appelle Maxime. Et il va se reconnaître. Et il me dit tu vas parler du salon de l'agriculture. Je dis ah bah oui. Il me dit c'est catastrophique. Je dis mais attends, dis-moi justement où on en est par rapport à l'année dernière. On s'était parlé l'année dernière, tu m'avais dit voilà ce qu'on veut, voilà, etc. Il me dit ah ben rien. Je dis mais la surtransposition, rien. Mais les poulets ukrainiens, rien. Le Mercosur, rien. Les traités de libre-échange, il y en a de plus en plus. Et puis le pacte vert, ça continue. Et les contrôles, oui, ça continue. Mais en fait, il ne se passe rien. Les politiciens font des moulinets. Voilà. Et donc, en fait, les pauvres paysans qui sont au salon de l'agriculture, qui se battent pour que la petite lumière de la résistance demeure entre les paillets et les moutons, ils devraient poser la question suivante. Quel est l'avenir de nos campagnes? C'est ça la question. Parce qu'en fait, il y a 60 ans, moi je me souviens très bien avoir entendu Olivier Guichard, la Datar, etc., nous expliquer la modernisation de la France passera par un déséquilibre ville-campagne. Vous m'entendez? Donc, il était assumé, ce déséquilibre. L'exode rural était programmé, il n'était pas déploré, il était célébré. Voilà. Et donc, la grande question de notre temps, c'est la question des ancrages. Déracinement déracine tout, sauf le besoin d'enracinement. Or, il y a un besoin d'enracinement criant. Mon voisin, Samuel Gilbert, disait, en voyant passer un tricycle avec un touriste dessus, tu vois, mon petit gars, la terre, c'est quand on la travaille, la campagne, c'est quand on regarde travailler les autres. Et donc, il y a un mépris pour la campagne depuis 60 ans, avec cette idée que la métropolisation de la France agglutine des esprits conformes qui n'entendent que le bruit de fond de la rue insignifiante où court la rumeur gloutonne. Et celui qui a compris ça, c'est Mitterrand, qui m'avait dit un jour, le socialisme, c'est la ville. Parce que quand vous êtes dans des cages à lapins, vous votez à gauche, vous votez aigri. Et donc, en fait, on a dévitalisé les campagnes, et maintenant, on s'apprête à les remplir avec l'immigration. Les élites mondialisées, elles ont voulu se débarrasser des campagnes. Elles ont fait un choix, écoutez-moi bien, c'est d'aller, en fait, chercher l'alimentation du peuple français sur le marché mondial, au prix le plus bas. Donc il n'y a plus du tout la notion politique qui devance la technique, je veux une agriculture, etc. Et mon voisin Maxime, j'oubliais, m'a dit, te rends compte Philippe qu'entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon, il y a 27 exploitations qui mettent la clé sous la porte. Là, en quelques mois, 27 exploitations. Ça veut dire qu'on est en train de... C'est une hémorragie
continue. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est terrible ce qu'on a fait. Nous avons, comme un enfant déchire une rose, nous avons déchiré les tissus vivants. En fait, nous n'avons pas compris qu'il y a une continuité vitale entre le paysan et la nature, que le paysan vibre de frémissements intérieurs, qu'il est le seul à ressentir, à percevoir. Et on n'a pas compris que tous les peuples qui sont morts, tous les peuples qui meurent parce que ils ont cessé de croire à la vie intérieure et ils ont cédé à la dénutrition de l'être intérieur. Ils ont cessé de croire au pacte immémorial, au pacte nuptial de l'homme et de la terre. Philippe de Villiers, quand on s'appelle la semaine, vous avez souvent cette expression « j'ai l'esprit d'escalier », vous me posez une question sur un sujet qu'on avait traité juste avant. Et donc là, en ce moment même, j'ai l'esprit d'escalier sur le traité de Maastricht, ou de Maastricht, ça dépend des gens. Est-ce que le général de Gaulle l'aurait ratifié ? Certainement pas. On a souvent parlé avec Marie-France Garot et Charles Pasqua, qui ont bien connu le général de Gaulle. Jamais. Et quand j'ai posé cette question à Marie-France Garot, c'est ce qu'elle m'a répondu. Vous croyez, Philippe, que le général de Gaulle aurait ratifié le traité de Troyes qui a donné la France à l'Angleterre, juste avant que Jeanne d'Arc intervienne en 1420 Isabeau de Bavière, plissé sous le Hénin, qui trahit son fils. Mais ça arrive dans l'histoire de France. Les Français reniaient, ça s'appelle. Comme quoi, avoir l'esprit d'escalier, c'est pas si mauvais. C'était intéressant de vous poser la question. Philippe de Villiers. Non, mais de toute façon, c'est simple. Non, mais... Ou bien vous croyez que les nations existent. Les nations, ce sont des peuples, c'est une sédimentation historique, c'est une culture, ce sont des coutumes, c'est une mémoire commune, une mémoire chérie. Bon. Et dans ce cas-là, vous pouvez accéder à la puissance et vous êtes respecté. Ou bien vous croyez plus à ça, vous croyez à une bureaucratie, à une bureau-technocratie européenne. Ouais, vous m'avez relancé. Donc. Oui, c'est clair. Parce que j'ai une surprise pour vous. On l'avait passée l'année dernière, mais elle est magnifique, cette séquence. On est en 2004. On revient au Salon de l'Agriculture et on salue évidemment tous les agriculteurs qui nous regardent et qui sont comme les Français, qui nous regardent de plus en plus nombreux. On est en 2004. Il y a un reportage sur parce que c'est vraiment le passage obligé pour les hommes politiques, le Salon de l'Agriculture. Alors il y en a qui y vont et ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais c'est intéressant de faire un selfie avec une vache. Vous vous souvenez de la petite phrase que vous avez eue ou pas ? Non. Bah regardez. C'est que lui, il en a, lui. Voilà. Si tout le monde en avait comme ça, on serait pas dans la merde. Et Philippe de Villiers ne parle pas des cornes de l'animal. 3 petits tours et puis s'en vont pour les élus et ceux qui aspirent à l'être. Le Salon de l'Agriculture, c'est la figure imposée. Alors, puisque vous ne parliez pas des cornes, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est vraiment, je suis en pleine réflexion, Philippe de Villiers. Elle est extraordinaire, cette séquence. Si les politiques en avaient des comme ça, on ne serait pas dans la merde. Ouais. Eh ben. Mais vous savez, quand vous savez reconnaître une vache d'un taureau, ça vous aide dans la vie. Bon, Philippe de Villiers, venons-en au sujet majeur de la semaine, l'un des sujets majeurs. Puisque c'est une décision historique, le Conseil d'État a donc confirmé l'Arcom dans sa volonté de ne pas renouveler la fréquence de la chaîne C8, pourtant première chaîne de la TNT. À la même heure, vendredi prochain, la chaîne sera frappée d'un écran noir, mettant sur le carreau des centaines d'employés. Je vous propose d'ailleurs d'en écouter certains. Le fait d'arrêter C8, ça va mettre sur le bord de la route 400 employés. Le public pourra plus venir profiter parce que, on va pas se mentir, c'est un spectacle. Moi, je réalise pas. Ouais. Donc, je suis pas dans le déni parce que voilà, ils ont eu ta peau. Wow. Si, ils ont eu ta peau. Parce qu'en fait, c'est toi qui étais. Moi, je dis la vérité. Oui, mais justement, ils ont tout sauf ma peau. En fait, ils vont avoir la peau de nous. Pas mal de gens, exactement. Bah voilà. C'est ça. Je sais pas leur erreur. 400. Bah oui. Sans, on a des loyers, on a des crédits, bien sûr, on a des. Bravo, c'est la vie, quoi. Et trouver, en tant qu'intermittent, trouver du travail
En mars. En mars, c'est quasiment mort. C'est pas possible. C'est un scandale. Bien sûr, bah, Tout simplement. De toute façon, comme tout le monde ici le pense, c'est juste une honte. Couper une chaîne qui fonctionne, supprimer des emplois, priver le public d'une émission récurrente et qui ne lasse personne, c'est juste surréaliste, quoi. Je trouve que pour la liberté d'expression, c'est assez grave ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus de la liberté d'expression qui prend un coup, il y a toutes les équipes qui sont derrière, qui accusent le coup. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On parle beaucoup des gens qui sont, les animateurs, les producteurs, tout ça. Ouais. Mais tous les gens dans l'ombre, en fait, on dit un chiffre 400 personnes, mais les gens, ils savent pas ce que ça représente 400 personnes, en fait. Ils se disent pas, c'est des gens des gens lambda, entre guillemets, qui prennent le métro tous les matins, qui ont des loyers, qui ont des charges. Geoffroy Lejeune. Philippe, on s'adresse souvent à vous en tant qu'ancien secrétaire d'État à la culture et à la communication. Vous êtes un des rédacteurs de la loi sur la régulation des chaînes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez trahi par cette décision? Oui. Vous savez ce que je pensais, là? Il y a eu les gilets jaunes. On devrait faire les carrés noirs. Porter tous un petit crêpe, vous voyez, noir. Donc, carré noir, c'est 8. Pourquoi? Parce que c'est très important ce qui est en train de se passer. C'est très important. J.D. Vance a dit la liberté d'expression n'est plus respectée. Derrière la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, la liberté d'arrière-penser. C'est la liberté d'aller et venir avec les ZFE. Donc, en fait, on a une classe politique, toute catégorie confondue, qui nous gouverne depuis Maastricht et bien avant, qui non seulement désosse le pouvoir et la puissance, et donc notre sécurité, mais qui nous brime et qui petit à petit nous opère par strangulation. Parce que derrière C8, il y a CNews, il y a le groupe Bolloré, et puis après ce sera le groupe Arnaud, etc. C'est-à-dire, on va vers une société totalitaire. Et il faut que les gens qui nous regardent en soient vraiment persuadés. Alors, je réponds à votre question. Je suis, moi, le co-rédacteur avec François Léotard et Dominique Ambiel de la loi du 30 septembre 1986. Et donc, je parlais savamment de l'Arcom, puisque, à l'époque, dans la loi, on avait créé une commission qui s'appelait la CNCL. Et cette loi, en fait, c'était une loi de privatisation et qui aménageait le nouveau paysage audiovisuel, qu'on appelle toujours le PAF, mais avec un double pluralisme. Il y avait un pluralisme externe, qui était prévu par la loi, c'est-à-dire concurrence entre les chaînes privées. Pas question de retirer à chaque chaîne sa tonalité. C'est-à-dire que c'était une concurrence entre les chaînes. Alors, telle chaîne avec telle tonalité, telle autre chaîne avec telle autre tonalité. Concurrence entre les chaînes, pluralisme externe, on appelait ça. Et ensuite, le pluralisme interne pour les chaînes de service public, vu qu'elles sont financées par les impôts et que donc, il faut que tous les contribuables, quelle que soit leur sensibilité, se retrouvent dans la couleur des chaînes. C'était ça, la double idée. Et la commission qui s'appelait la CNCL, qui est devenue l'Arcom, avait pour unique mission d'être un organe d'application et de régulation, exactement comme d'ailleurs le Conseil constitutionnel du temps de Michel Debré, où il fallait vérifier que la loi n'empiète pas sur le règlement. Voilà pour le Conseil d'État. Et pour l'Arcom, c'était l'idée que l'Arcom devait assurer que la réglementation soit bien appliquée. Il y a un souvenir qui me revient, l'article 1, je crois, et l'article 13, je ne sais plus, un des deux articles qui disait que la seule limitation que l'Arcom pouvait apporter à la parole des chaînes, à leur liberté, c'était une limitation en cas de guerre à la demande de la défense nationale. Vous voyez, on n'en est pas là quand même. J'entends. Voilà. Et donc, en fait, l'Arcom est devenu, n'est plus un organe régulateur, l'Arcom est devenu un organe, une officine idéologique, une police de la pensée, un tribunal d'opinion. Et donc, le tribunal d'opinion a frappé pour des raisons qui tiennent à ses opinions.
une officine idéologique, militante, qui est composée par des militants ou des gens qui le sont devenus. Et figurez-vous... On y vient justement, j'allais vous interpeller là-dessus, parce que Roch-Olivier Maistre, l'ancien président de l'ARCOM, était votre stagiaire au moment où vous avez pensé, écrit cette loi sur la régulation. Donc il a grandi en quelque sorte avec vous. Vous lui dites quoi à Roch-Olivier Maistre aujourd'hui ? Il a été nourri au lait de la liberté, et le lait a caillé depuis. Et donc il assistait à tous les travaux. Je me souviens même que quand j'ai quitté le ministère, il pleurait, vous voyez, dans le couloir. Je l'ai consolé, je lui ai dit, Roch-Olivier, la vie n'est pas finie. Ah ben non, elle n'est pas finie, effectivement. Et voilà. Mais vous savez, c'est l'état profond. L'état profond, quand vous rentrez dans l'état profond, par un phénomène de contagion, si vous n'êtes pas technocrate au début, vous l'êtes à la fin. Il n'y a rien à faire, vous devenez Saint-Simonien. Vous croyez que le pouvoir... il va sans la liberté, parce que la liberté est dangereuse, parce que la liberté, c'est le peuple influençable qui peut se mettre à penser tout seul. Voilà. Je parle du dévoiement de l'ARCOM, mais je voudrais ajouter un mot sur le dévoiement du Conseil d'État. Le Conseil d'État, en fait, sa véritable vocation, sa véritable mission, je me souviens quand j'étais jeune étudiant, c'était de garantir les libertés publiques. Je prends un exemple. Vous avez le droit de l'expropriation pour les collectivités publiques quand on fait une route, mais vous avez aussi le droit de propriété. Il y a une contradiction entre les deux souvent. Et donc, il faut que l'utilité publique soit prouvée, sinon il y a abus de pouvoir, il y a excès de pouvoir. Ce mot-là, excès de pouvoir, il revenait tout le temps dans la bouche de nos profs de droit constitutionnel et administratif. Or là, si vous voulez, Camus avait une expression. Il faut que le juge, qui représente à la fois l'État et le peuple, balance les arguments pour Créon et pour Antigone. Dans le temps, le juge était plutôt pour Antigone, aujourd'hui il est pour Créon. Voilà. Et pourquoi tout ça ? Parce que derrière, il y a un enjeu idéologique que Hannah Arendt avait expliqué en 1978. Il y a 3 armes. Première arme, c'est la démonologie. On vous fait passer pour un démon. Deuxième arme, c'est le déni du réel. On vous fait passer pour un déviant. Troisième arme, c'est la judiciarisation. On vous fait passer pour un délinquant. Philippe de Villiers, Ben, qui est dans l'oreillette, le chef d'édition de l'émission, me presse en disant on doit bientôt rendre. Mais cette émission, elle a aussi un message d'espoir, d'espérance. Et en tout début d'émission, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à 20h, est-ce que vous pouvez redonner le message, peut-être un message d'espoir, d'espérance à ces téléspectateurs, à ces employés qui se retrouveront sur la paille à partir de vendredi prochain ? Alors, oui, d'abord, je voudrais redire à tous ces gens qui sont dans le désespoir, ne vous inquiétez pas, on va tous continuer et ça va s'amplifier. Bon, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais désemparé, j'étais tout seul à penser ce que je pensais dans mon coin. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les Vincent Bolloré, les Bernard Arnault, il n'y avait rien. Là, aujourd'hui, on a des médias de la parole alternative et qui réussissent. Et dès qu'on va dans la rue, là, tout à l'heure, j'ai marché un petit peu avant de venir, incroyable, les gens de toute génération, de tout milieu, qui disent continuez, etc. Il y a, ça bascule. Et quand tout bascule, à un moment donné, le système médiatique, il ne peut pas tenir. Il ne peut plus tenir. Donc le système médiatique reste totalitaire, il cherche à nous étouffer, mais nous respirons encore. Merci Philippe de Villiers, merci à vous Geoffroy Lejeune. On se retrouve évidemment vendredi prochain. On débriefera le premier week-end du Salon de l'Agriculture. On ira peut-être... faudrait qu'on y aille une fois ensemble. Vous pourriez y retourner au Salon de l'Agriculture ? Ce serait amusant s'il y allait en même temps que Macron. Ah bah oui, vous voulez passer une sale matinée, vous savez ce qui se passerait. Ah bah, j'ose imaginer. On en parle pendant la publicité et vous m'expliquerez tout dans... Non, c'est à nous qu'on paierait un coup à boire. Allez, merci à tous les deux. Dans un instant, c'est l'heure des pros.